Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, on parle d'un sujet jamais évoqué sur le YouTube francophone et 100% original. Aujourd'hui, on parle de Batman et la cour des hiboux. Et oui, avec cette vidéo, je reprends le cycle Scott Snyder que j'avais démarré avec Batman Sombre Reflet. Mais ici, point d'histoire tirée de la série Detective Comics ou de mini-série annexe à la série principale, mais bien celle de Batman qui débute dans le tome 1 et 2 du même nom, édité en France par Urban Comics et contenant respectivement les numéros 1 à 7 et les numéros 8 à 12, plus le Batman Annual numéro 1. Ainsi, Batman la cour des hiboux est le premier arc de la série Batman, Sans blague. sorti lors de la relance en grande pompe de l'univers DC en 2011, nommé New 52. New 52 relance Kezako. En effet, le 11 mai 2011 a débuté un événement éditorial du nom de Flashpoint, mené entre autres par Jeff Jones et Andy Kuberts, nous narrant l'histoire de Flash tentant d'utiliser ses pouvoirs afin de remonter dans le temps pour sauver sa mère. Au même titre que l'effet papillon, ce changement des événements entraîna une modification de toute la réalité, ce qui permit au lecteur de découvrir un univers où Superman n'a jamais été recueilli par le couple Kent, mais par l'armée américaine, où un Batman incarné par le père de Bruce, Thomas Wayne, est un vigilante qui tue les criminels et qui se retrouve confronté à un Joker incarné par Martha Wayne, ou encore un Aquaman et une Wonder Woman se foutant sur la tronche au point d'avoir noyé une partie de l'Europe. Après moult péripéties et de twists, Flash tentera de régler tout ce bazar avec ses pouvoirs, et c'est à cet instant précis que les New 52 furent créés. Ainsi, chaque série et personnage de l'univers DC allait repartir de zéro. L'idée derrière cette manœuvre éditoriale, que l'on peut appeler un reboot, était d'actualiser tous les personnages et d'attirer un nouveau lectorat, en se débarrassant de la continuité tentaculaire développée durant ces plus de 50 ans de parution. Sauf que si vous êtes un lecteur qui suit encore les parutions actuelles chez DC Comics, vous savez que ce redémarrage s'est soldé par un rétro-pédalage avec le temps. En effet, comme toute initiative prise à la hâte par une maison d'édition, la coordination des différentes séries ainsi que celle des équipes créatives fut un sacré bazar, ce qui a conduit les lecteurs à se poser quelques questions vis-à-vis de certains personnages. À titre d'exemple, notre bon ami Bruce Wayne se retrouve à l'instar de ses chers collègues de la Justice League, à pratiquer ses activités de justicier que depuis 5 ans. Ou 6 ans, avec Zero Year. Oh putain, mais c'est déjà le bordel. Bref, donc depuis 5 ans, il est le Batman. Et son numéro 1 commence logiquement par son origine. Ah bah non, v'là-t-il pas qu'il est déjà Batman. Mais 5 ans après, donc logiquement nous devrions redécouvrir sa première rencontre avec Dick Grayson, le premier Robin en date. Eh bien non, le bougre il est déjà devenu Nightwing. Bon alors, on va découvrir le second en la personne de Jason Todd. Et bien non plus, il a déjà eu le temps de mourir des mains du Joker et de revenir à la vie sous l'identité de Red Hood. Très bien, c'est pas grave. Alors si Jason est déjà ressuscité, nous en sommes au troisième Robin, Tim Drake, l'intellect du groupe et qui a déjà trouvé le temps d'adopter son identité de Red Robin. Il a ainsi laissé sa place à Damian Wayne, fils de Bruce et de Talia al Ghul, âgé de 10 ans, alors que son père n'est en activité que depuis 5 ans. 6 ans. Ah, silence. On va dire que je pinaille et que ça reste une première histoire très accessible à un public néophyte et que le plaisir des comics réside aussi dans la fouille archéologique que certains titres te poussent à faire, afin de piger les références et certains détails sur lesquels les auteurs viennent s'appuyer pour bâtir leur histoire.
Et je suis carrément d'accord avec ce point de vue. Mais on m'ôtera pas l'idée que niveau reboot, on peut pas faire plus foireux que ça, et que les éditeurs de chez DC ont sacrément chié dans la colle à ce niveau. Et Batman n'est malheureusement pas le seul personnage à avoir souffert de ces errements éditoriaux. Au scénario de notre histoire du jour, nous retrouvons notre cher Scott Snyder s'étant déjà fait remarquer sur 2 histoires du Chevalier Noir traitées dans des précédentes vidéos déjà mentionnées en intro. Si ce n'est pas son premier travail sur le personnage, c'est ici que l'on peut parler de son début de run sur Batman, car il travaillera sur la série nommée Batman, Sans blague. de son numéro 1 à son numéro 51, plus les numéros 1 et 2 des Batman Annual. Pour l'épauler au scénario, il pourra compter entre autres sur son ami et disciple James Tynion Ford, qui se fera remarquer dans le médium du comics quelques années plus tard, tantôt pour le meilleur, tantôt pour le pire. Son run sur Batman est pourri. Au dessin, une majorité du travail sera assurée par l'artiste Greg Capullo, surtout connu à l'époque pour son travail sur la série de Todd McFarlane, Spawn chez Image Comics. Un scénariste ayant déjà fait ses preuves et un dessinateur de talent. On sent venir chef-d'œuvre, hein? Non. Batman est de retour à Gotham, après son voyage autour du monde, ayant pour but d'installer différents agents de sa société Batman Incorporated dans différents pays, étant la cible de l'organisation terroriste Léviathan, dirigée par Talia al Ghul. Cet adversaire, prêt à tout pour mettre des bâtons dans les roues du Chevalier Noir, va même jusqu'à mettre la tête à prix de son propre fils Damian Wayne, dernier Robin en date, forçant Batman à limiter ses activités de vigilante avec son fils. Et ce qui arrange bien notre très cher Scott Snyder, qui n'a pas envie de s'ennuyer à écrire ce personnage. Après un petit détour par Arkham pour faire la bagarre et nous balancer 2 références à l'arc Sombre Reflet, Batman, qui est donc de nouveau Bruce Wayne, se rend dans son manoir où il organise une soirée de présentation de son nouveau projet pour Gotham, un programme d'investissement ayant pour but d'aider à rénover la zone industrielle de la ville et permettre la mise en chantier de la rénovation des transports publics. Sa présence à cette soirée se verra écourtée par la découverte d'un corps d'un mystérieux individu prédisant la mort de Bruce Wayne. En effet, l'annonce de son projet de rénovation semble avoir réveillé un ancien groupuscule dirigeant secrètement la ville, la Cour des Hiboux. Même si Batman réfute son existence pendant un certain temps, un attentat le visant lui ainsi qu'un candidat à la mairie de Gotham le poussera à enquêter sérieusement sur la piste de la Cour, l'amenant à découvrir de multiples cachettes et d'organisations dans toute la ville, et d'apprendre à ses dépens que certaines espèces de hiboux sont les prédateurs naturels de la chauve-souris. Je vous ai fait ici le speech du tome 1, mais sachez que je vais vous parler des 2 tomes de la série, que Urban a nommé respectivement la Cour des Hiboux et la Nuit des Hiboux. Première histoire de Scott Snyder avec un Bruce Wayne portant la cape, en dehors d'une rapide apparition sur 4 cases dans le récit Les Portes de Gotham. Je vais déjà commencer à râler en vous parlant de la caractérisation de son Batman. Je comprends bien que c'est un Bruce Wayne n'ayant que 5 ans d'activité sous le masque. 6 ans. Bordel, mais si je t'attrape... Je disais donc, je comprends bien qu'on ait le droit dans ce récit à un Batman moins expérimenté. Mais j'ai un peu de mal à le voir aussi impulsif, fonçant tête baissée dans les pièges. Vous allez me dire qu'il s'en sort toujours malgré ses erreurs et que ses ennemis sont ici redoutables. Alors certes, il se retrouve à plusieurs moments poussé dans ses retranchements, que ce soit physiquement ou moralement. Mais j'ai toujours du mal sur le passage où il se fait bêtement attraper dans un filet par exemple. Ah, je sais, c'est là pour le côté dramatique et pour laisser le temps à son ennemi de faire son monologue. Cela est peut-être un détail. En revanche, un de ces traits de sa personnalité qui me fait vraiment tiquer, c'est la satisfaction dont il fait preuve lors de 2 de ses interventions. La première fois, dans le premier épisode, où il rentre dans Arkham, stopper une évasion de ses ennemis et où il lâche sans pression en esquissant un petit rictus. Que c'est bon de rentrer au bercail. À la 3e page du bouquin précisément. C'est la première phrase qu'il prononce du run. La deuxième fois, c'est au début du second épisode, où il nous lâche un magnifique sourire avant de foncer en moto sur un hélico. Alors je comprends bien que c'est là pour nous offrir des intros d'épisodes méga badass et nous montrer qu'il maîtrise parfaitement son environnement. Et je comprends bien que c'est là aussi pour bien appuyer l'impact qu'a la Cour des Hiboux sur lui lorsqu'elle passe à l'action. Mais je trouve cette phrase et ses rictus malvenus et tenant plus d'une caractérisation à la Dark Knight de Frank Miller, qui est quand même allé faire dire à Bruce que la meilleure partie de son job, c'est quand il répand la peur. Ce qui me dérange pas quand c'est Miller, je veux dire il nous présente un Batman vieillissant, désabusé, luttant contre un monde qui déraille, mais un jeune Batman satisfait de sa croisade et qui prend son pied à fracasser les criminels,
Et ce, dans la continuité principale? Mais c'est non! Bon, ça devait sortir et c'est un point qui m'a turlupiné lors de ma relecture. Parlons maintenant de nos nouveaux antagonistes. Antagoniste créée par Scott Snyder dans cette histoire, elle est une création qui vient s'inscrire dans la continuité du travail de l'auteur qui nous a déjà gratifié de l'origin story de Gotham dans son histoire Les Portes de Gotham. Avec sa cour, il crée un ennemi présent dès la naissance de la cité, niché dans les greniers des buildings, caché dans les étages et pièces non accessibles au public. Il va jusqu'à construire toute une mythologie non pas en nous contant la naissance de la cour à travers de simples flashbacks, mais en disséminant plein de petits éléments liés à leur existence tout le long du récit. Ainsi, plusieurs personnages évoquent à multiples reprises l'existence d'une comptine que les enfants chantent pour se faire peur. Viens à la cour des hiboux qui enhausse Gotham, au tribunal des chouettes qui s'écoule de nos armes, car par-delà les murs, il entend chaque mot. Il y a aussi le symbole de la chouette retrouvé sur les couteaux de lancer plantés dans une victime, qui reprennent le symbole de la chouette athénienne, renvoyant à la Grèce antique, et sous-entendant donc que l'organisation existe depuis des millénaires. Référence à la Grèce antique qui sera aussi faite lors de la découverte de leur labyrinthe par Batman, renvoyant tout logiquement à la légende du Minotaure. Et Tonton Scott avait peur qu'on passe à côté de la référence, vu qu'il le fait mentionner directement par Batman pour les 2 ou 3 lecteurs qui s'étaient endormis en cours de route. Subtil. Le fait que la cour des hiboux existe depuis longtemps nous est aussi confirmé à travers plusieurs dialogues et lors de la visite des différentes cachettes de celle-ci par Batman, à travers des tableaux et des designs de costumes. D'ailleurs, parlons-en des designs. C'est assez remarquable de constater qu'avec peu de choses, Greg Capullo a réussi à donner une identité visuelle marquante à la cour. Il suffisait de simplement mixer l'aspect confrérie secrète et de simples masques aux faciès inspirés de la chouette effraie pour la rendre instantanément iconique et reconnaissable. Le reste se faisant tout seul, le hibou et la chouette étant des oiseaux principalement nocturnes, le lecteur partira du principe que la cour n'a pas pour objectif de faire le bien à Gotham. Car chacun sait au fond de lui The owls are not what they seem. Pour le tribunal des chouettes, seul le pouvoir sur la ville que Bruce Wayne semble leur retirer des mains avec son projet de rénovation compte. Et les vieilles badernes riches et puissantes à la tête de cette organisation seront prêtes à tout pour le conserver, allant jusqu'à faire du chantage et assassiner quiconque qui se mettra à travers leur chemin. Snyder en profitera d'ailleurs pour y glisser des membres de la famille Powers dans ses rangs, ce qui est une référence au personnage de Derek Powers, un personnage de la série Batman Beyond. Et Scott s'autorisera quand même un flashback venant non pas parler directement de la cour, mais d'une de ses victimes en la personne de Alan Wayne, personnage que l'on a pu découvrir dans son précédent récit, et qui a le droit ici à une triste conclusion, assassiné sur ordre de la cour par leur bras armé, l'Ergo. Assassin personnel de la cour, l'Ergo est choisi par celle-ci afin d'effectuer la basse besogne, nécessitant un peu plus d'action qu'une simple intimidation sur une cible. Formé au préalable par le cirque Ali, Snyder a la bonne idée avec ce personnage de les spoiler, car c'est ici que je vais commencer à spoiler en profondeur l'intrigue. Donc si vous voulez vous en préserver, rendez-vous à ce timecode, sinon vous êtes prévenus. Je disais donc que Snyder vient avec cet élément lié la cour à l'entourage de Batman, car le cirque Ali n'est autre que le lieu où a grandi Dick Grayson alias Nightwing, avant d'être recueilli par Bruce suite à l'assassinat de ses parents. Si sur le papier l'idée de faire de Dick la personne qui devait être le futur Ergo est plutôt bonne, en l'état l'idée est à peine exploitée dans le récit, et j'ai bien du mal à comprendre pourquoi la cour des hiboux a laissé filer leur jeune prodige sans interférer. Je sais pas moi, t'es une organisation méga puissante qui règne dans l'ombre sur toute la ville. Tue le mec qui va adopter ton futur assassin. Tu sais même pas que c'est Batman en plus. Tu te retrouverais pas à galérer à réanimer tous tes anciens ergots obsolètes et cryogénisés depuis des centaines d'années? D'ailleurs, quand on parle des ergots, vous ne trouvez pas que leur design renvoie quand même vachement à celui de Batman? Oh putain oui. Et oui, après nous avoir déjà fait le coup dans l'arc Black Mirror, traduit chez nous par Sombre Reflet, voilà que Snyder revient nous servir le même concept en poussant ce coup-ci tous les potards à 11. Ainsi, la cour des hiboux a certaines caractéristiques qui sont le parfait opposé à celles de Batman. On pourrait citer sa Batcave, située comme son nom l'indique en sous-sol, trouvons ici son opposé dans les cachettes de la cour, aménagée entre les étages des buildings, et donc en hauteur. Leur organisation respective, qui ici chez l'un se résume à un homme seul, enfin sans compter la Bat Family, se retrouve chez l'autre est un groupe comptant de multiples membres.
La Cour poussera même le vice de retoucher le Bat-Signal afin de le grimer en hibou signal lorsqu'ils lanceront l'assaut sur la ville. Mais si ce n'était que ça, on parle de Scott Snyder là, il va pas se contenter d'un banal hibou manche chauve-souris, donc voilà. Le principe des deux entités qui se répondent va atteindre son apogée dans le numéro 10, où l'antagoniste final de cette histoire nous sera révélé, Lincoln March. Personnage que l'on a pu découvrir dès le premier épisode et qui se présentait comme un candidat à la mairie de Gotham, il s'avouera être finalement qu'un agent de la Cour qu'il finira par doubler en assassinant une partie de celle-ci, afin de se confronter seul face au Chevalier Noir, en revêtant un costume high-tech de hibou, rendant donc leur silhouette semblable, mais aussi en se nommant Allman. En opposition à Batman, et déclarant qu'il est en fait le petit frère caché de Bruce Wayne, Thomas Wayne Jr. Alors, je vois déjà la tête de certains qui se disent « Mais attends, Batman il est fils unique ?» Alors il faut savoir que le personnage de Allman est en fait un personnage bien antérieur à la cour des hiboux. Apparu en 1964 dans le Justice League of America numéro 29, il est un des membres du Syndicat du Crime, un groupe de criminels, reflet de la Justice League sur la Terre 3, terre où toutes les valeurs morales sont inversées par rapport à celles que l'on connaît chez nous. Il faudra attendre les années 2000 et la réécriture du personnage par le plus génial des chauves du monde du comics, Grant Shelov Morrison, dans le récit nommé Terre 2, pour découvrir que Allman est le frère aîné de Bruce Wayne, Thomas Wayne Jr., Bruce étant dans cet univers décédé avec sa mère. Mais si l'on pourrait se dire que Scott Snyder a repris le concept pour le retravailler et le mettre dans son histoire, ce serait faire un raccourci. Car accrochez-vous bien à vos bas de slip, Scott est allé fouiller encore plus loin pour trouver son inspiration. Il est remonté jusqu'en 1974 pour nous ressortir une histoire du World Finest numéro 223. Histoire nous faisant découvrir que Bruce Wayne a eu un frère aîné du nom de Thomas Wayne Jr., ayant eu très jeune un accident de voiture, lui causant des lésions cérébrales très importantes et irréversibles, forçant le couple Wayne à l'interner à l'asile de Willowwood. Ces éléments seront repris tels quels dans l'histoire de Scott Snyder, à ceci près que Thomas est en fait le petit frère de Bruce, qui en a oublié l'existence, étant lui aussi présent lors de l'accident de voiture, commandité par la cour des hiboux elle-même. Voilà donc, au-delà du design et des éléments les caractérisant, comment Snyder pousse le thème du sombre reflet à son paroxysme, en liant nos deux personnages par le sang. L'idée est là, et même si le concept de frère de Batman a déjà existé comme on l'a vu, c'est un mélange réussi de toutes ces influences, et ça vient développer un pan de la mythologie de Gotham en la liant à la famille Wayne. Bref, c'est très courageux de la part de l'auteur de commencer son run ainsi. Mais malheureusement... Le problème avec Monsieur Scott Snyder, et ce sera récurrent dans son travail, c'est qu'il a du mal à assumer ses concepts jusqu'au bout. Ainsi, toute cette histoire de frères cachés sortant de l'ombre ne sera jamais réellement tranchée. Le dialogue entre Bruce et Grayson concluant le récit, venant nous expliquer que Thomas Wayne Jr. aurait bel et bien survécu à l'accident de voiture, mais que celui-ci serait mort dans la nuit qui suivit. Lincoln March serait seulement un orphelin de Willowwood qu'aurait récupéré la cour pour le faire passer pour ce défunt fils, afin de récupérer les propriétés de Wayne, alors abandonnées par Bruce, parti se former aux quatre coins du monde. Projet avorté lors de son retour à Gotham et de l'apparition de Batman, bien sûr. Et c'est avec ces différentes versions qui se contredisent entre elles que l'histoire se conclut, l'auteur n'ayant jamais confirmé l'une ou l'autre hypothèse, laissant au lecteur le soin de tirer ses conclusions. Si le doute et les mystères sont des éléments qui ne me déplaisent pas, je trouve qu'ici c'est plus de l'esbrouf qu'autre chose. L'auteur avoue lui-même en interview que si DC Comics voulait à l'origine bien que la réponse finale nous soit donnée, c'est Scott lui-même qui a insisté pour que le doute subsiste. Avoue plutôt que tu n'assumais pas ton idée jusqu'au bout, hein. Ce serait plus simple. Et ce n'est pas avec les futures histoires écrites ou pas par lui mettant en scène la cour des hiboux qui viendront nous révéler quoi que ce soit sur le sujet, la cour étant malheureusement si peu exploitée alors qu'elle avait le potentiel de nous donner des histoires avec des enjeux politiques et des jeux de pouvoir. Mais non, à la place on a le droit de la bagarre et encore de la bagarre. Mais ça à la rigueur c'est pas un défaut imputable à cette histoire, donc passons. J'aurais pu aussi mentionner dans les trucs qui m'ont gêné, la scène où l'on découvre un ergot pour la première fois, venu ôter la vie de Bruce Wayne en plein jour. Alors oui, c'est beau, c'est plein d'action, bagarre, oh là là, Batman va-t-il mourir? Non. Il se retrouve défenestré avec l'ergot à une hauteur pas possible, et son monologue interne vient bien nous expliquer que s'il se rattrape à une des nombreuses gargouilles fixées sur le bâtiment, il s'arracherait les deux bras dans sa chute. Et devinez quoi? Il se sauve en se rattrapant à une gargouille plus bas. Bravo! Bon, allez, il a pris appui sur le corps de l'ergot pour freiner la vitesse de sa chute et éviter de finir manchot. C'est aussi crédible que la technique de la chaise.
J'ai bien conscience que c'est du pinaillage et que ça relève de la suspension consentie d'incrédulité de chacun. Car pour rappel, on est dans un monde de super-héros, donc pas réaliste. Et que impossible n'est pas Batman. Mais dans ce cas, vu que l'auteur explique lui-même dans les monologues de son personnage qu'il est impossible qu'il s'en sorte ainsi, je trouve ça mais stupide. Batman impulsif, Lincoln March, l'histoire des gargouilles... Ah, j'ai failli oublier. Pour finir sur les reproches, on va parler d'un petit morceau de ce récit, de 36 pages pour être plus précis. Comme son nom l'indique, l'on va parler de l'épisode annual de la série Batman, qui a la caractéristique de faire plus de pages qu'un numéro standard de la série. C'est souvent l'occasion pour l'auteur de nous conter une petite histoire, à part de l'histoire en cours, mais ici Scott Snyder a fait le choix de l'inclure dans son arc. Plus précisément lors du lancement du crossover nommé La Nuit des Hiboux en VO, démarrant dans le numéro 8 de la série Batman, et qui voit les différents héros de la Bat-Family prendre part au combat contre les hordes d'Ergo, lâchés sur Gotham afin de tuer tous les hauts placés de la ville. Je pensais à la base en parler dans cette vidéo, mais finalement je ferai sans doute une petite vidéo à part. Peut-être. Pas sûr. On verra. Ceci étant, à la différence des autres épisodes annexes de ce crossover, Urban Comics a fait le choix de l'inclure au tome 2, et donc je m'octroie le droit d'en parler ici. Avec cette histoire, l'on apprend que l'armée de la cour des hiboux qu'ils ont cryogénisée à travers le temps a pu être ramenée à la vie grâce à une formule de Mr. Freeze. Le numéro démarre donc à Arkham, alors que Victor Freeze est en cellule et tente de s'en échapper pour retrouver sa femme Nora, cryogénisée suite à la découverte d'une maladie cardiaque inconnue et qui, avec le progrès de la science, serait maintenant guérissable. Postulat un peu plus simple et qui a pour but de nous réintroduire le personnage après le reboot de l'univers DC. Si le personnage de Mr. Freeze a connu des débuts difficiles dans la mythologie Batman, étant à l'origine qu'un méchant de seconde zone nommé Mr. Zero, apparu en 1959 dans le Batman numéro 121, l'auteur Paul Dini viendra réécrire le personnage en 1990 dans la très célèbre Batman la série animée, le changeant en la figure tragique d'un savant victime de sa propre science alors qu'il essayait de sauver la vie de sa femme. Si les comics ayant repris cette origin story lui rajouteront un côté psychotique, en le rendant fasciné par la glace, au point où il en congèle des animaux dans son enfance. Ils garderont tout de même les grandes lignes de son histoire avec sa femme, rendant son comportement sinon tolérable, au moins compréhensible. Ici, Scott, accompagné de son comparse James Allen Ford, viennent piétiner tout ça en dépeignant le personnage comme un psychopathe dès l'enfance, tuant de ses mains sa propre mère, et faisant de sa relation avec sa femme juste une fiction qu'il s'est lui-même imaginée, Nora étant maintenant dans l'univers DC, la première personne cryogénisée au monde quand on lui a diagnostiqué une maladie incurable à seulement 23 ans, et ce, en 1976. Freeze n'étant même pas né à cette époque, elle serait en fait le sujet de sa thèse en doctorat, sur lequel il a eu un crush. Ah bah bravo! Ou comment retirer toute nuance à un personnage? Encore un antagoniste complètement fou pour Batman! C'est vrai qu'il en manquait, tiens! Bravo! 10 sur 10! Non, vraiment, hein, je ne comprends pas comment cela a pu passer à l'époque. Je savais pas que lorsque DC avait parlé de reboot pour simplifier leur univers, qu'ils sous-entendaient par là de rendre tous leurs personnages monolithiques et cons comme des pieds. Mais enfin, si c'était le but, alors c'est réussi ici, hein. Heureusement que le dessin de Jason Fabok sauve le numéro, hein, sinon on m'aurait vu le brûler en hurlant torse nu dans les rues. Bon, sur ces bons mots, on va conclure. Alors, que dire qui n'a pas déjà été dit sur la cour des hiboux? C'est une bonne histoire de Batman, cousue de fil blanc dans sa deuxième partie, mais relativement bonne. C'est une histoire facile d'accès pour quiconque veut découvrir le personnage, à condition qu'il ou elle fasse abstraction des multiples Robins qui y font une brève apparition. Le dessin de Greg Capullo est vraiment splendide, et même s'il n'atteint pas son sommet ici, ça reste une belle claque avec des splash pages de folie, des designs que ce soit des personnages ou de la ville de Gotham de toute beauté, et des idées de mise en page déstabilisantes, dont je me suis gardé de vous parler dans cette vidéo, qui vous feront passer pour un abruti si vous lisez cette histoire en extérieur ou dans la salle d'attente de votre proptologue. En clair, 2 premiers tomes qui ne déméritent pas et qui ont de bonnes raisons de figurer dans les bonnes histoires du Chevalier Noir, mais loin à mon sens d'être cultes. Si vous n'avez pas déjà acquéri cette histoire, Urban Comics a pensé à vous avec de multiples éditions, et ce dans tous les formats possibles et imaginables. Il y a tout d'abord l'édition dite classique dans les tomes 1 et 2 de la collection DC Renaissance. Vous pouviez aussi retrouver cette histoire dans la série des mensuels Batman Saga, allant du numéro 1 au numéro 15. Vous pouviez aussi la retrouver dans une édition noir et blanc pour les 75 ans du Chevalier Noir, ainsi que dans une autre pour les 80 ans.
pas rassasié? Alors soyez comblés avec l'édition en intégrale et en couleur de l'Arc pour les 5 ans d'Urban. Si vous n'avez toujours pas été convaincu de la prendre, Eaglemoss vient remettre le couvert avec ce coup-ci une nouvelle édition en 2 tomes dans leur collection DC Comics Le meilleur du super-héros. Si toutes ces éditions prestige vous semblaient trop chères, peut-être avez-vous craqué pour l'édition en format souple sortie en 2020 dans la collection été d'Urban Comics, ou bien c'est l'espace que prend les livres qui vous a convaincu de prendre la dernière édition en date de cette histoire dans un petit format en souple et en 2 tomes sorti dans la collection Urban Nomade. Bref, vous avez l'embarras du choix pour vous la procurer, et je n'ai même pas parlé des éditions en VO. Non content d'avoir démarré en frappant un grand coup, Snyder et Capullo ne comptaient pas s'arrêter là, et la machine éditoriale et commerciale ne tarda pas à faire ronronner de nouveau le moteur de la Batmobile, en communiquant sur la prochaine histoire de notre duo d'auteurs, annonçant le retour du rictus le plus connu des comics dans les pages de la série Batman. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao!